Et nous avons le plaisir de retrouver Jean-François Strouf. Bonjour Jean-François. Bonjour Léa. Alors nous allons parler du bilan, le bilan de la fameuse COP27, un bilan en demi-teinte. Alors, pour tout vous dire, vous savez sans doute, j'ai fait déjà une émission sur la COP27 hier, oui. Avec Kilana à 8h30 sur le journal. Et je pense qu'il y a tellement de choses à dire que ça mérite une deuxième émission pour renforcer encore ce bilan. Alors, le résultat est effectivement en demi-teinte parce que apparemment, il n'y a pas eu de volonté politique d'aller plus loin par rapport à Glasgow l'an dernier, qui était la COP26. Il n'y a pas eu beaucoup d'avancées, il n'y a pas eu... C'est pas ce qu'on appelle une COP qui marque, comme était la COP21 à Paris. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Eh bien, il y avait une logique à établir. On va prendre un tout petit peu de temps pour expliquer ce qui se passe. Il y a plusieurs sortes de conférences des partis, donc Conference of Parties, qui sont l'une qui est très connue, la climatique, qui depuis 1995 en était à sa 27e édition, et presque en catimini, la COP15, qui est une COP sur la biodiversité, qui aura lieu à Montréal le 7 décembre et qui est la 15e COP sur la biodiversité. Donc on a deux sujets qui sont connexes. On a absolument voulu les dissocier. Pour ma part, je pense que c'est une grosse erreur d'avoir dissocié ces deux qui devraient être totalement intriqués on n'arrête pas de dire dans nos l'autre. Émissions que tout est lié, que c'est une vision globale qu'il faut avoir. Et là, si on dissocie, ça voudrait dire qu'il y en a un peut-être qui est plus important que l'autre ou hiérarchiser les infos. Et pour moi, c'est là l'échec. Parce qu'à partir du moment où on a un secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutiérrez, qui est ce qu'on appelle un vrai homme d'État, au sens État au pluriel, puisque c'est toute la structure des États qui est sous son autorité de secrétaire général. Donc lui, ce qu'il voudrait, c'est qu'il y ait une vision globale, une pensée globale autour du climat, de la biodiversité, de la protection des océans, de la lutte contre la déforestation. Lui, il a cette vision globale. Et on va voir avec un point très simple en quoi les deux sont imbriqués. Quels sont les capteurs et les puits les plus importants de CO2 sur la planète ? Ce sont les forêts et ce sont les océans. D'accord ? Si on traite la question des océans et des forêts à Montréal, de manière déconnectée de la COP27 sur le climat, mais alors, si on capture moins le CO2, qui s'en dégage plus dans l'atmosphère, c'est la raison d'être de la COP27. Oui. Donc c'est comme si on découpait artificiellement deux choses qui sont complètement imbriquées et qu'on en faisait deux structures différentes. Et ce qui est plus grave, c'est que la Chine, qui préside la COP15, même si elle se déroule à Montréal, parce qu'il y a aussi la bizarrerie que le pays qui accueille n'est pas celui qui préside. Donc ça, c'est vraiment, c'est comme si on avait voulu mettre toutes les causes, tous les moyens d'arriver à un échec. La Chine n'a pas invité les chefs d'État du monde à participer à la COP15 à Montréal. C'est-à-dire, il va y avoir des sous-fifres qui vont venir, peut-être des ministres de l'écologie, mais qui n'ont pas le même pouvoir qu'un chef d'État. Alors, au-delà de ces dysfonctionnements, de séparer les sujets, de mal accueillir ou pas assez, ou pas les gens, etc. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a vraiment une volonté de la part des pays aujourd'hui, avec tout ce qu'ils ont subi ces dernières années. Il y a la pandémie, mais il y avait avant la pandémie déjà une crise qui se profilait. Il y a la guerre. Est-ce que c'est pas une sorte de stand-by qu'ils mettent pour l'écologie, alors que ça devrait être une locomotive ? Alors on avait appelé ça le Gewalt en yiddish, qui est un terme employé aussi dans la société israélienne. Le cri d'alarme d'Antonio Gutiérrez au démarrage de la COP27, où il disait il peut y avoir des guerres, il peut y avoir des crises, il peut y avoir des pandémies, il peut y avoir une crise énergétique due à la guerre, il peut y avoir énormément de choses. Mais vous devez garder le cap. Mais ils ne l'entendent pas de cette oreille. Et pourtant, lui, il est très directif et il a raison de l'être. Il faut que les États, que les sociétés, que les organisations non gouvernementales et que les particuliers
garde le cap sur le climat. Et c'est en ça que je voulais lier ce matin, et vous en étiez tout à fait d'accord, l'affaire globale mondiale, on dit en anglais « think global, act local », penser globalement, agir localement. Chaque individu a maintenant sa propre feuille de route, et en France, la première ministre, Madame Borne, Elisabeth Borne, a dit « la feuille de route, c'est être un tout petit peu plus raisonnable sur l'énergie, c'est la sobriété énergétique. » Alors ça, ce sont les belles paroles et les belles décisions. Après, au niveau des actes, ça va donner quoi finalement? Les avancées, est-ce qu'il y en a eu lors de cette COP27? Oui, il y a eu quand même des avancées. Alors pour moi, la chose la plus importante, c'est le retour du Brésil, qui peut être soit un immense pollueur, soit un immense auteur de crimes contre la biodiversité, acteur de la déforestation. Il y a encore quelques mois, ceux qui avaient la haute main sur le Brésil, c'était ce qu'on appelle le lobby agroforestier, c'est-à-dire à la fois des gens qui coupent les arbres, et ensuite ceux qui implantent de la monoculture, qui usent les sols, et on fabrique de l'huile de colza massivement. Et donc, c'est eux qui avaient la haute main. D'autant plus qu'ils ont les poumons de la planète. Voilà, et donc ils étaient en train d'entamer à la scie à bois le poumon de la planète en plantant des trucs qui sont négatifs, qui appauvrissent les sols, qui font reculer la biodiversité animale, parce que il y a pas d'animaux dans les plantations de colza ou dans les plantations d'huile de palme, en quelque sorte. Les monocultures, il y a pas. Les animaux, ils sont dans la plus grande forêt pluviale du monde, et à chaque fois qu'on attaque un morceau, ils s'en vont. Ils quittent ou ils meurent. Leur habitat est usé. Ça crée un déséquilibre au sein même de la forêt. Donc, il est complètement clair que le retour du Brésil, même si je suis pas un fou fanatique de Lula da Silva, le retour du Brésil parmi les nations qui comptent dans l'environnement va donner un petit répit, et ça va se transformer non pas en quelque chose de vicieux, mais en un cercle vertueux. Donc quelque chose qui va pouvoir permettre peut-être de la réimplantation d'arbres, la reconstruction d'une forêt dans des endroits où elle avait disparu, et la prise en compte des besoins et des attentes des indigènes de l'Amazonie. Jean-François, parmi les pays présents à la COP27, quels sont les bons élèves? Alors il y a parmi les bons élèves émergents, et qui comptent massivement sur la planète, c'est l'Inde, qui voulait complètement supprimer toute aide de tous les États à tout ce qui est énergie fossile. Et les marchands de tapis, l'Arabie Saoudite et la Russie, qui sont des producteurs énormes d'énergie fossile, ont dit on accepte de reculer sur ça, mais pas sur ça. Et c'est eux les mauvais élèves. Et en général, dans une décision globale, c'est les mauvais élèves qui font la décision. Alors passons peut-être aux actions des citoyens, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est ça. Alors la vraie question, en fait, la vraie question, c'est est-ce que un peu de sobriété énergétique, c'est vécu comme une contrainte, ou c'est vécu comme un bien-être? Je crois que c'est la question fondamentale du moment. Est-ce que si au lieu d'avoir 23 degrés chez vous, vous en avez que 19, c'est quoi? Vous subissez ça ou vous le souhaitez? Est-ce que c'est pas mieux de vivre avec quelques degrés de moins? Est-ce que c'est pas plus sain pour la santé? Est-ce que c'est pas un bon moyen de lutter contre les infections? D'autant plus que cet effort n'est pas phénoménal. C'est pas phénoménal. C'est vraiment 2 degrés. Je crois qu'on peut tous plus ou moins le vivre chez soi. On est tranquille, on a un toit, on a des pulls. Et j'entendais une interview de Jean-Marc Jancovici, et on lui disait, je crois que c'était sur France Info, on lui disait: vous vivez à combien de degrés chez vous? Il dit, je vis à la même température qu'il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, ou il y a 20 ans. 19 degrés dans certaines pièces l'hiver, 17 degrés dans d'autres, et je m'en porte très bien. Il dit quelquefois 15 degrés, et j'ai envie de faire, moi, cette même réponse. C'est comme ça que je vis aussi, c'est-à-dire que pour moi, il est inconcevable de monter au-dessus de 19 degrés. Alors la question est de savoir si l'ensemble des citoyens de France vivant à
19 degrés. Qu'est-ce que ça change, hein? Qu'est-ce que ça fait comme effort? Qu'est-ce que ça économise? Est-ce qu'on a peut-être une évaluation de... Un peu plus de bien-être, vraisemblablement un peu plus de bien-être, parce que à partir du moment où on prend conscience qu'il y a plein de choses dont on peut se séparer, c'est pas du tout un acte de sacrifice, c'est vivre un peu plus sobrement. Et c'est valable pour les adultes. Et au niveau des économies d'énergie? Et au niveau des économies d'énergie, c'est substantiel. On vit mieux, mais on dépense moins. Donc, il y a tout à gagner. On gagne soi-même sur 2 tableaux. Alors ça, c'est l'énergie, ce sont les températures. C'est facilement transformable, hein. On peut passer de 21 degrés à 19 degrés. On le fait on facilement. peut changer sa consommation nutritionnelle. Est-ce qu'il y a d'autres actes pour lesquels il est facile de renoncer, par exemple? Manger plus sainement, manger moins de viande, par exemple. Manger, je dis pas devenez végétalien, je sais pas, c'est pas du tout mon genre. Je dis aux gens, soyez un peu plus sobres sur le bœuf, le veau, consommez peut-être un peu plus de volaille si vraiment vous aimez la viande, pas trop de poisson souvent parce qu'il est pollué. Enfin, et puis les vêtements, soyez un peu, regardez comment vos vêtements sont fabriqués. On a fait plusieurs émissions, vous et moi là-dessus, parce que c'est vraiment très important. Prenez des vêtements qui sont fabriqués sans nuire à l'environnement. Et enfin, on termine un mot pour les petits. Les bambins, alors les jeunes, c'est le moment de prendre les bonnes habitudes. Soyez plus sobre dans ce que vous achetez. Achetez des meilleures fringues qui durent plus longtemps, mais qui polluent moins. Et vivez à une température qui ne soit pas surchauffée. Merci Jean-François, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.